La cause féminine, la cause des femmes. Voici un sujet qui est très présent dans la littérature ivoirienne. Peut-être est-ce dû à l'influence qu'a pu avoir un classique de notre littérature, c'est-à-dire Rebelle de Fatou Keïta, sur de nombreux lecteurs et de nombreuses lectrices. On le verra bien. Aujourd'hui, nous recevons Aïcha Ouattara, qui vient nous parler des remords d'une jeune fille, les remords de Myria. C'est maintenant dans le décryptage. Aïcha Ouattara, les remords de Myria, c'est l'histoire de Myria, bien entendu, qui donne son nom au titre de ce court récit. Alors Myria, jeune fille, belle, studieuse, sérieuse, qui va connaître un événement fâcheux et qui va finir par gâcher sa vie. Exactement. Alors, d'où vous est venu le désir, l'envie d'écrire un court récit de ce genre? Alors, j'ai décidé d'écrire Les remords de Myria. Pour la petite histoire, j'étais en classe de seconde en 2012. Vous avez écrit ce livre en seconde, en classe de seconde? Oui, en classe de seconde en 2012. Et moi, je suis originaire de Bondoukou. Et en 2012, l'ancienne ministre Kondia Kamara avait lancé une campagne zéro grossesse en milieu scolaire. Et durant cette campagne, Bondoukou, ma ville natale, avait été classée numéro 1 en matière de grossesse en milieu scolaire. Donc, la jeune fille que j'étais à l'époque, lorsque j'ai appris cela, ça m'a vraiment fait mal parce que je voyais qu'on indexait négativement ma ville. C'est comme ça que j'ai décidé de faire quelque chose pour changer les choses, le cours des choses, pour sensibiliser la jeune fille parce que lorsqu'on parle de grossesse en milieu scolaire, c'est de la jeune fille qu'on parle. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire Les remords de Myria, en fait, pour sensibiliser la jeune fille. Donc, vous écrivez ce texte qui parle des remords de Myria. On va parler de Myria dans quelques instants. Mais ce qu'on remarque, c'est que vous inventez des lieux. Donc, on a les lieux fictifs. On a Missiri, on a Eburni. Peut-être référence à la Côte d'Ivoire, on dirait. Mais pourquoi des lieux fictifs? Normalement, Missiri, ça renvoie à Bondoukou, puisque Bondoukou appelait la ville aux 1000 mosquées. Et Missiri, dans ma langue maternelle, c'est la mosquée. Missiri, c'est mosquée. Donc, en fait, Missiri renvoie à Bondoukou. Et Burni à Côte d'Ivoire. Oui. Pourquoi n'avoir pas dit Bondoukou et Côte d'Ivoire? Derrière quoi vous cachez? Pourquoi cacher? Pourquoi masquer les noms? Je préférais utiliser cela. C'est bien cette préférence qu'on veut comprendre. On veut que vous expliquiez le choix de l'écrivaine, de l'auteur que vous êtes, de ne pas nommer les lieux. C'est un choix qu'on respecte. Hein? On l'aime bien, mais on veut juste comprendre pourquoi un écrivain déciderait de transformer, de changer les noms des lieux qu'il veut décrire. Bon, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai fait cela, mais je sais juste que j'ai préféré prendre Missiri pour parler de Bondoukou à cause de Il n'y a pas vraiment de raison, c'était juste quelque chose, c'est un choix que vous avez fait comme ça, c'était pas motivé. Très bien, les écrivains sont très étranges, on le sait, on va respecter leur choix. Alors, parlons de Myria, avant de parler de ses remords. Myria, jeune fille, je l'ai dit, brillante, très belle, comme le dit le texte, très studieuse, très sérieuse, évite tout type de relation amoureuse. Alors, Myria est également très engagée pour la cause des femmes. Je lis la page 8. Parlant de droits des femmes, Missiri, ma ville natale, n'en faisait pas une priorité. La pauvreté est si grande que les riches commerçants et autres transporteurs pleins aux as s'y offraient les jeunes filles à prix de pacotille. Parfois arrachées précocement des bancs de l'école, des jeunes filles étaient mariées de force à des quinquagénaires. Leurs parents favorisaient cela dans l'espoir de fuir la disette. Les cris de douleur de ces filles en majorité mineures s'échouaient sur les portes de la ville pour leur revenir comme une destinée d'une évidence incontestable. On en parlait à l'instant, on revient là-dessus. Quel regard vous portez sur ces pratiques? Bon, je ne suis pas vraiment totalement d'accord avec ces pratiques. Pas totalement, donc oui, vous nuancez. Je ne suis pas totalement d'accord. Bon, je vais m'expliquer. Je ne suis pas totalement d'accord avec ces pratiques parce que lorsque j'ai mené ma petite enquête, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas parti d'une mauvaise intention. En général, les parents font cela juste pour préserver la dignité de la jeune fille, selon eux. Seulement qu'en réalité, ce n'est pas ce qui se passe parce que la jeune fille, après, il y a des conséquences. Il y a la jeune fille qui souffre vraiment dans ce foyer, qui est obligée d'abandonner ses études. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec cette pratique, mais je comprends pourquoi cette pratique existe. On a l'impression que vous excusez la pratique, que vous tentez pas de la justifier, mais d'équilibrer les positions, de renvoyer les filles mariées très tôt et les parents qui pratiquent cet acte-là, ce type de mariage-là, dos à dos. Vous parlez de préserver la dignité. De quelle dignité vous parlez?
Bon, pour eux, lorsque la jeune fille n'est pas mariée dès la maturité, en évoluant, elle finit par être frivole, elle finit par avoir de mauvaises fréquentations et selon eux, elle finit par se souiller, comme Et ils le c'est une disent. raison pour marier une fille à l'âge de 13 ans. Donc, Quand on est encore lorsque... totalement mineur, quand on n'a pas pleinement conscience, quand on n'a pas d'expérience, Mhm. c'est injustifiable, Non, je pense. non, non, ce n'est pas une raison. Je dis juste que, puisque c'est parti d'une bonne intention, pourquoi ne pas attendre que ces jeunes filles-là arrivent à l'âge où elles peuvent se Une bonne marier intention pour qui? Pour les et parents ou pour les filles? pour les parents, pas pour les filles. Exactement. Je veux dire, elles sont Oui, autonomes, c'est leur vie, elles peuvent certes. décider pour elles-mêmes. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ce serait une bonne intention de marier une fille à l'âge de 10 ou 11 ans ou 13 ans. Non, je ne dis pas que c'est vraiment bien de faire cela. Je dis juste que, qu'étant donné qu'ils ont leur raison, pourquoi ne pas permettre à ces jeunes filles-là de faire leur choix, peut-être à travers des mariages arrangés, lorsqu'elles seront adultes, bien sûr, à travers des mariages arrangés, maintenant leur donner la possibilité de faire leur propre choix. C'est ce que je veux dire en fait. On, Ce n'est on- pas on- comme si j'excusais cette pratique. à peu près, on pourrait le dire, hein, Vraiment, on pourrait le dire. non, pas du tout. Et là, sur le coup, on pourrait également dire que vous êtes très différente de Myria, parce que Myria est radicalement contre ces pratiques. Elle ne nuance pas. À aucun moment, Oui. elle ne nomme le choix de ses parents de bonne intention. Donc, vous êt totalement différente de Myria. Ce qu'on ne s'est pas compris, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je dis juste que qu'ils ont leur raison. C'est ce que je voulais dire en fait. Ils ont leur raison de faire cela, mais ce n'est pas parce qu'ils ont leur raison qu'ils doivent le faire. C'est ce que je voulais dire en fait. Alors, en poursuivant sur l'engagement très féministe de Myria, un personnage que je trouve très attachant, euh, à la page 8, Myria s'exprime. Le syndrome de marginalisation de la femme avait aussi gagné les garçons qui supportaient mal que je les surclasse. La proviseure ne manquait pas de leur jeter souvent au visage leur lâcheté, les menaçant de les traduire en conseil de discipline s'ils continuaient de masticoter plutôt que de se concentrer sur leurs études. Le syndrome de marginalisation des femmes. Pour faire simple, hein, est-ce que vous diriez qu'en Côte d'Ivoire, les femmes sont marginalisées? Euh, Pas à 100%. Combien de pourcents, si on devait estimer? Je dirais peut-être à 50%. Ah, moitié-moitié. Oui. Et en quoi consiste ces 50% de marginalisation? Comment le percevoir? Comment vous le percevez-vous? Ces 50% de marginalisation, je dirais que les femmes n'occupent pas vraiment la place qui leur revient dans la société. Parce que au niveau du travail déjà, lorsque c'est une femme, on voit, il y a certaines réalités qu'on voit. Il y a certaines personnes, certaines entreprises qui préfèrent les hommes que les femmes. Et également, il y a le harcèlement au niveau du travail. Lorsque la femme va dans un entretien, en général, pas pour tous les hommes, mais certains hommes font des propositions vraiment indécentes. Donc, à travers tout cela, je pense que la femme est vraiment marginalisée et ses droits ne sont pas assez respectés. Et selon vous, quelle place la femme devrait-elle occuper dans notre société? Je pense que la femme devrait occuper la place, à peu près la même place que À peu les près. hommes, en fait. Là Oui. encore, vous nuancez. Pourquoi à peu près? Pourquoi pas exactement? Pas exactement parce que j'estime qu'il y a certaines choses, pas que la femme ne peut pas faire, mais qu'il est préférable que la femme ne fasse pas, en fait. On va en reparler. J'adore ce genre de propos. Ça me donne on aura beaucoup de questions aujourd'hui. Juste l'instant pour nous de faire la part belle à une femme, une lectrice. La question selfie. Salut, moi c'est Raphaël Kofi. J'aimerais savoir après ma lecture si Myria a-t-elle raison de donner autant de valeur à sa virginité? Je pense que oui, parce que lorsqu'on parle de virginité, c'est vraiment un côté sensible de la femme. Et je pense que, étant donné que c'est Myria même qui veut cela, donc, étant donné que c'est son corps, je pense que elle a raison d'accorder autant d'importance à sa virginité. Et je crois que c'est l'un des paradoxes pour moi, hein, en tant que lecteur, que constitue le personnage de Myria. Je vais lire la page 38. Lorsqu'elle perd sa virginité, lorsqu'elle s'évalue, comme personne l'a dit.
Je savais que je ne valais plus rien. C'est fort quand même. Elle ne valait plus rien parce qu'elle a perdu sa virginité. Comment vous expliquez ça? Comment est-ce possible? Je veux dire, pour moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut ne plus rien valoir juste parce qu'on a perdu sa virginité. Alors, je vais dire que Myria est à la fois influencée par ses parents et par la religion. Et la religion musulmane, en général, la religion musulmane dit à la jeune fille de préserver sa virginité jusqu'au mariage. Donc, étant donné qu'elle n'a pas pu préserver sa virginité jusqu'au mariage, je pense que c'est pourquoi elle a eu ces idées. Elle a pensé qu'elle ne valait plus rien parce que ses parents l'avaient éduquée ainsi. Sa mère lui avait toujours dit qu'elle devait préserver sa virginité jusqu'au mariage, qu'une femme qui se mariait, qui perdait sa virginité avant le mariage ne valait plus rien. Donc, je pense que c'est ce lavage de cerveau-là. Pour Aïcha Ouattara, est-ce que Myria ne valait plus rien après avoir perdu sa virginité? Je ne pense pas, non. Et pourquoi? Donc là, vous êtes en porte-à-faux avec le discours religieux, le discours musulman. Bon, moi, je ne pense pas. Je pense que c'est un peu trop dit. Certainement, je sais qu'elle a commis une erreur, mais ce n'est pas parce qu'elle a commis une erreur. Sans vouloir dévoiler l'intrigue, est-ce une erreur que de tomber amoureuse? Est-ce une erreur que de se laisser aller avec la personne qu'on aime? Non. Tant est-il qu'elle est majeure, en quelque sorte. Donc, où est le problème ici? Pourquoi faire de la virginité un gage de valeur morale? Je m'interroge, je ne juge pas. De valeur morale, mais surtout de valeur spirituelle. Ça, je ne saurais dire, mais je pense que ça vient de la religion, en fait. C'est l'influence de la religion. Donc, sur le coup, on dira que Aïcha Ouattara, auteur des Remords de Myria, qui invente Myria, se sert de ce que traverse le personnage pour critiquer cette perception. En quelque sorte, oui. Donc, expliquez, dites-nous plus. Je veux dire, on a bien envie d'entendre, de voir Aïcha Ouattara exprimer son engagement pour aller contre ces perceptions. Alors moi, je vais dire que je ne suis pas à 100% contre ces perceptions, mais je me dis que ce n'est pas normal de contrôler la vie sexuelle de la femme. Voilà, donc je ne trouve pas ça logique qu'une religion telle qu'elle soit contrôle la vie sexuelle de la femme. Là. Intéressant. Très bien. On poursuit. Il y a un personnage qui va être très important dans le parcours de Myria, un parcours quasiment initiatique, hein. C'est Erico. Alors, comment vous jugeriez le personnage d'Eric? C'est un garçon qui voulait juste s'amuser avec Myria et passer à autre chose. C'était un collectionneur, si on peut le dire ainsi. Rico a été vraiment une mauvaise influence pour Myria. Peut-être que si elle avait rencontré un autre homme, peut-être que sa vie aurait pu changer et peut-être qu'elle aurait pu rester sur la voie qu'elle s'était tracée depuis le début. Très bien. Les remords de Myria, on ne dira pas pourquoi elle aura des remords. Les spectateurs et les spectatrices le découvriront en achetant ce livre. Alors, ce récit, il prend même pas parfois entièrement la forme d'un conte de fées. Myria, elle est à la recherche, presque inconsciemment, du prince charmant. Oui. L'impression que vous nous donnez, c'est qu'il est impossible à une femme de se construire, de réussir sans la présence d'un homme. Non. Non, ce n'est pas l'impression que je donne, mais je veux dire que la femme est en général tiraillée par deux hommes. Parce que lorsqu'elle naît, elle est sous la tutelle d'un homme qui est son père. Et lorsqu'elle grandit dans la religion et surtout dans ma ville natale, avec leur mentalité, lorsqu'elle grandit, elle doit être forcément sous la tutelle d'un autre homme qui est son mari. Donc, c'est comme si Myria était à la fois tiraillée par deux hommes, son père et les hommes qu'elle rencontre dans sa vie. Donc, c'est un peu de ça que je parle, en fait. Alors, on va marquer une petite pause, juste un instant pour nous de rendre hommage à une grande figure de la littérature ivoirienne, les grandes plumes. Fatou Keïta, écrivaine ivoirienne spécialisée en littérature jeunesse, elle met en avant la culture africaine et la tolérance. Titulaire d'un doctorat en linguistique, elle a enseigné avant de se consacrer à l'écriture. Son premier livre, Le Boubou, du Père Noël, paru en 1994, est un succès. Elle publie ensuite Le Retour de la grammaire, paru en 1997,
Sinabani, La petite dernière, paru en 2001, et Rebelle, paru en 2005, qui aborde l'albinisme et la discrimination. Engagée, elle milite pour une littérature jeunesse ancrée dans la réalité africaine. Ses œuvres sont largement utilisées dans les écoles pour sensibiliser les élèves aux valeurs de diversité et d'acceptation. Je crois qu'il n'est même pas nécessaire de parler de Fatou Keïta, de la présenter, de parler de son œuvre, tellement elle est présente et tellement elle influence de nombreux lecteurs, de nombreuses lectrices, de nombreux auteurs également dans la littérature ivoirienne, la littérature africaine. Aïcha Ouattara, un mot à dire sur Fatou Keïta? Alors, je vais dire que Fatou Keïta est, comme vous l'avez dit, une grande écrivaine qui inspire vraiment la jeunesse et elle m'a vraiment inspirée dans mes écrits. Et j'ai eu la chance de la rencontrer au Salon international du livre 2024. Et c'est vraiment une dame charmante que j'apprécie beaucoup. Et est-ce qu'on pourrait dire que l'un de ses livres vous aurait influencé? Ou je sais pas, ce serait quoi votre livre préféré de Fatou Keïta? Rebelle. Rebelle. J'en parlais à l'entame de Oui, l'émission. Est-ce que vous a exactement. influencé d'une certaine façon? Oui, ça m'a vraiment influencée. J'ai beaucoup apprécié ce livre. Qu'est-ce qui vous a influencé dans Rebelle de Fatou Keïta? Je ne saurais pas. Est-ce que c'est le discours pour défendre les femmes, c'est la rébellion du personnage, c'est la révolte du personnage, un peu comme le sera le tome 2 des Remords de Myria? À peu près, oui. Oui, c'est exactement ça. J'ai vraiment aimé que le personnage ne soit pas resté les bras baissés, à préférer se lever, à préférer se battre pour être entendu. J'ai vraiment aimé ça. Très bien. À l'instant, je parlais de contes de fées. Donc, évidemment, quand on parle de contes de fées, il y a parfois les princes charmants. Sauf que chez vous, le prince charmant, il n'est pas seulement sentimental, il est aussi financier. Non, pas forcément. Pas forcément, non. J'ai parlé de ce côté financier parce qu'en fait, puisque Myriam n'avait plus les moyens, il fallait... La présence d'un homme riche, beau, grand, fortuné. Oui, pour que ça fasse encore plus mal à la fin. Parce qu'à la fin... non, on ne parlera pas de la fin. Oui. Malheureusement. Sinon, à cause de la fin, c'est à cause de la fin que j'ai présenté Tim comme ça. Parce que... pour qu'elle regrette encore plus son acte, en fait. Donc, je veux dire, une jeune lectrice en 4e ou en seconde, comme vous l'avez écrit, se dira, voilà, je vais m'accrocher à la vie, étudier, un jour je rencontrerai un beau jeune homme, riche, grand, très riche pour me sortir de ma misère. C'est ça le message? C'est ça le message? Si je n'écoute pas les conseils de mes parents, si je n'applique pas vraiment ce que les gens me disent, je pourrais vraiment détruire cela. Parce qu'à la fin... Donc, ça reste un horizon d'attente pour les jeunes filles. C'est quelque chose de très bien. Attendre le jeune homme riche qui va me sortir de ma misère. Non, pas du tout. Mais de toute façon, Myriam n'espérait pas rencontrer ce jeune homme. C'est juste un miracle. Voilà. Un miracle sur son chemin. Un miracle, voilà, sur son chemin, comme elle le dit. C'est un don de Dieu, comme elle le présente. Voilà. Ça, c'est sûr que c'est un don de Dieu. Voilà. Dernière question pour finir cet échange. Est-ce que vous donnez à la littérature une mission morale? Je pense que oui, parce que la littérature peut vraiment faire beaucoup, mais j'ai l'impression que c'est un peu limité. On ne donne pas vraiment, c'est pas ce que je vais dire, on n'utilise pas vraiment la littérature au niveau qu'elle peut atteindre, en fait. J'ai l'impression qu'il y a certaines limites, on se fixe des limites, voilà. Donc, vous voulez dire qu'on ne reconnaît pas en Côte d'Ivoire le pouvoir de la littérature? C'est quoi le pouvoir de la littérature pour vous? Pour moi, la littérature, ça peut vraiment tout changer dans le monde. Voilà, la littérature peut vraiment tout changer dans le monde. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, c'est banalisé. Je peux m'exprimer ainsi. C'est vraiment banalisé. Comme on le dit, les gens n'aiment pas lire. Je sais que les gens n'aiment pas lire, mais qu'est-ce que nous on fait pour que les jeunes lisent? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que les jeunes lisent? Je pense qu'on devrait les sensibiliser, on devrait leur donner vraiment le goût de la lecture. Comment donner le goût de la lecture à des jeunes?
à les jeunes, je pense que ça commence déjà dès le bas âge. Moi, je pense que je suis une amoureuse de la littérature, je suis une amoureuse des livres parce que ma mère a su le faire. Parce que dès le bas âge, c'est vrai que j'adorais les contes, mais à chaque fois que je demandais à ma mère de me raconter des contes, elle me ramenait toujours à mon livre de lecture. Elle me dit, si tu veux une histoire, va lire ton livre de lecture. Donc, je pense que c'est comme ça qu'est né mon amour de la littérature, en fait. Donc, je pense que ce sont aux parents d'inculquer ces valeurs-là, d'inciter les jeunes à lire dès le bas âge. Comme on le dit, les enfants copient ce que les parents font. Si les parents commencent à lire, si les parents lisent beaucoup, si par exemple un enfant grandit dans un milieu où on lit beaucoup, un enfant grandit dans une maison où il y a des bibliothèques, il voit toujours ses parents lire, il va forcément lire. Je pense que c'est comme ça, en fait, qu'on peut... Aïcha Ouattara, Les remords de Myria, vous l'avez écrit pour sensibiliser, pour lutter contre les grossesses scolaires. Pardon, les grossesses en milieu scolaire, qu'est-ce que je raconte? Est-ce que vous pensez que ce livre a atteint son but? En quelque sorte, oui. Ce livre a atteint son but parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui lisent le livre et certaines me disent, mais pourquoi j'ai préféré donner cette fin à Myria? Pourquoi ne pas avoir, comment dire, donné plutôt une fin heureuse ou bien essayer de diminuer un peu les dégâts parce que j'ai vraiment exagéré. Voilà, j'ai vraiment exagéré selon elle. Mais moi, je me dis que puisque c'est un livre de sensibilisation, si je donnais une fin heureuse, le message n'allait pas vraiment passer. Il fallait qu'elles comprennent que si elles se comportent ainsi, elles peuvent avoir une fin. Ce genre de fin-là, pas forcément cette fin, mais ça peut arriver. Donc, et ça a marché? Oui. Très bien. Merci Aïcha Ouattara. J'ai été très heureux de vous avoir reçu, d'avoir parlé avec vous des remords de Myria. On espère vous revoir très bientôt pour le tome 2. D'accord, merci. Fin heureuse ou pas, je vous suggère de courir vers la librairie la plus proche pour vous offrir Les remords de Myria, un personnage très attachant que j'ai plutôt bien aimé. Alors, n'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine, mais en attendant, il y a du slam, et n'oubliez pas, lire des livres, des livres. Couché sur un lit, affaibli par son poids, son esprit est en balade dans les couloirs de son histoire. Il se pense, se repense et pense sa mémoire, parfois avec quelques gouttes d'alcool, quelques droits. Il arrive à tout oublier sauf un souvenir, un visage, une phrase fatale. Monsieur Alain Marty, vous êtes en phase finale. Cette phrase est pour lui inversée, versée au fond de son subconscient. Il la médite tous les jours, il y pense tout le temps. Son souffle perd du poids chaque seconde. Il a du mal à lire la beauté de la Joconde. Et puisqu'il n'a plus de raison de vivre, il veut vivre sans raison, retourner à la terre avec le monde et tous ses démons. Mais le sourire d'un enfant épuisé par la chimiothérapie lui montre une autre manière de vivre cette maladie sans être impie. Quand je partirai, tu partiras aussi. Cancer. Quand je partirai, tu partiras aussi. Je prends ces vers comme les dernières paroles d'un homme que le cancer m'a pu tuer. Quand je partirai, tu partiras aussi. Quand je partirai, tu partiras aussi. Il décide de prendre de nouvelles habitudes. Sans le vouloir, il écrit des textes, il fait des tubes. Il veut sauver le monde, sauver ses amis qui, comme lui, le cancer a surpris. Comme il veut rendre ce dernier instant utile, il ne lâchera pas, puisque personne ne le lâchera. Il crée un groupe Facebook, une chaîne YouTube sur lesquelles il essaie de mieux vivre. De vivre mieux sa finitude. Le cancer ne l'a pas rendu malade, il l'a rendu poète. Et désormais, il ne mourra plus. Il a tué la bête. Parce que quand il partira, le cancer partira aussi. Parce que quand il partira aussi. Quand il partira.
cancer ne l'a pas rendu malade. Il l'a rendu poète. À Alain Marty, à Diaou Bertin et à toutes ces personnes que tu as perdues à cause du cancer. Le cancer ne les a pas rendus malades. Le cancer ne les a pas vaincus quand ils sont morts. Le cancer est mort aussi. Quand je partirai, tu partiras aussi. Quand je partirai, tu